un peuple au caractère et aux mœurs sauvages. Au début du 19e, un préfet de Midi-Pyrénées s'amusait à définir ses administrés de la sorte. Chacun appelle barbare ce qui n'est point de son usage, bien sûr. Mais là, entre le Tarn et la Garonne, de Montauban au pays de Foix, là, plus qu'ailleurs, le sang barbare coule dans les veines. Pyrénées, même la barrière rocheuse est estampillée barbare depuis que Pyrène, une princesse barbare, séduite par Hercule, baptisa la noble chaîne montagneuse de son prénom. Une comptine savoureuse illustre à merveille cet esprit bouillonnant. C'est l'histoire d'un chou qui ne voulait pas fleurir. « Oh, Toutounetto, que voulez-vous? Va-t-on arroser le chou? Oh, je préfère me promener à Véjan. Chien, va-t-on mordre les mollets de Toutounetto? Je préfère ronger un os. Bâton, va-t-on frapper le chien? Oh, je préfère rester sur l'arbre. Feu, va-t-on brûler le bâton? Il est ouvert, il ne ferait que de la fumée. Eau, va-t-on éteindre le feu? Oh, je préfère courir dans les prés en fleurs. Vache, va-t-on boire l'eau? J'ai pas soif. Boucher, va-t-on tuer la vache? Elle est trop maigre. Gendarme, va-t-on arrêter le boucher? Mais il n'a rien fait de mal. Bourreau, va-t-on prendre le gendarme? J'y vais, puisque vous le voulez, je vais arrêter le boucher, dit le gendarme. Je vendrai la vache comme le bœuf, et ce sera tout profit, dit le boucher. Maintenant, j'ai soif, dit la vache. Au ventre de la vache, je préfère éteindre le feu, dit l'eau. Plutôt que d'être éteint, je brûlerai le bois vert, dit le feu. Plutôt que d'être brûlé, je vais frapper le chien, dit le bâton. Alors le chien alla mordre les mollets de Toutounette, et Toutounette dit, ce Jean m'a l'air de se moquer des filles. Je vais arroser le chou. Toulouse la rose, Albi la rouge. Auch, qui vit naître d'Artagnan, barbare hérétique et cathare, ce sud-là a séduit par son héritage frondeur. Pour un chou ou pour l'amour du ciel, partons découvrir la grande province du Midi-Pyrénées, les villages et les gens de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Lové entre plaines et collines de la vallée de la Garonne, à quelques encablures des Pyrénées, le Midi toulousain nous accueille aujourd'hui. Notre balade nous emmènera tout d'abord en pays commingeois, à Marignac-Lasper. Ce petit village de 123 habitants a retrouvé son passé de manufacture de faïence, endormi depuis des siècles sous sa terre d'argile. Ensuite, nous nous rendrons au cœur du pays du Volvestre, à Rieux, pour y célébrer la fête du Papoguet, un oiseau dont la légende dit qu'il est l'oiseau du diable et qu'une centaine d'archers tenteront de détrôner. Mais pour l'instant, faisons étape à Marignac-Lasper. En 1989, à l'occasion de fouilles archéologiques, de nombreux débris de faïence datant du XVIIIe siècle ont été mis à jour. Grâce à cette découverte et à la mobilisation de tous ses habitants, Marignac-Lasper renaît. Un conservatoire de la faïence et un atelier de fabrication y ont même été installés. Bienvenue à Marignac-Lasper. Vous êtes dans mon atelier ici. C'est un atelier associatif, un laboratoire de recherche même. Marignac-Lasper est un très haut lieu de la faïence et un très ancien centre, puisque une des toutes premières faïenceries, voire la première faïencerie du Comminges, a été installée dans ce village. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il y avait sur le territoire de la commune la terre indispensable à la fabrication de la céramique, mais également le combustible pour allumer les fours. Ce fameux combustible, c'est l'ajonc, c'est un épineux qui pousse en abondance dans les collines environnantes. Nous essayons autant que possible de retrouver tous les gestes oubliés pour refabriquer ces céramiques de table ou de décoration. Pour retrouver ces anciennes traditions, promenons-nous avec Bernard dans les ruelles de Marignac. Nous nous trouvons ici devant la plus ancienne faïencerie du village. C'est la faïencerie de l'Affût, qui a été créée par le seigneur de Marignac en 1737. Jusqu'à il y a quelques années, on savait très peu de choses sur l'histoire de Marignac-Lasper. Et vous allez voir qu'en fait, c'était quelque chose de très important par contre. Puisque à partir de la création de la faïencerie l'Affût, 4 autres faïenceries très importantes se développent dans le village dans le courant du XVIIIe et du XIXe siècle. Et phénomène encore plus important, 15 villages dans un rayon de 10 km autour de Marignac se mettent à fabriquer de la faïence.
paysage est magnifique. Là, vous avez ici le massif du Mont-Vallier que vous ne voyez pas dans les nuages. Et ensuite ici, les montagnes de l'Ariège. Seulement partie, il y a du brouillard. Et ici, tout le long du village, nous avons les anciennes carrières d'argile. Il y en a des quantités là, il faut y aller, sur place. Là. Et à l'époque, je vous parle, quand j'avais 14 ans, 13 ans, 10 ans, on voyait passer en hiver, parce que les paysans, les agriculteurs ne travaillaient pas la terre, ils passaient avec les charrettes chargées de terre d'argile pour le porter à Marthe chez les faïenciers. Oui, à Marignac, il n'y avait plus de faïencerie. À Marignac, il n'y avait plus de faïencerie, c'était terminé. Est-ce que vous vous souvenez, M. Casolon, en 1989, quand vous avez fait des travaux pour poser le tout à l'égout dans le village, que j'ai découvert des tessons de faïence dans les tranchées. Oui, oui. Et à ce moment-là, on a fait des fouilles. Vous vous souvenez de ça? Oui, je m'en souviens très bien. Il n'y a pas un mètre carré dans le village qui ne soit pas remblayé avec des tessons de bouteilles, de faïence. Imaginez, il y a eu 5 faïenceries et ça dure 150 ans. Oui, c'était très important. Hein. D'ailleurs, vous avez le fameux plat de Sèvres qui a été fait à Marignac ici, qui se trouve à la faïencerie, au musée de Sèvres. Donc c'était une faïencerie importante. Au siècle dernier, mouleurs, tourneurs et enfourneurs faisaient vivre la moitié de Marignac. Le souvenir de cette époque reste vivace pour ses habitants. Monsieur de Rochebrune. Comment allez-vous? Bonjour monsieur. Ça va? Et vous? Ça va, par ce beau temps. Voilà. Dites, est-ce que vous accepteriez de nous parler de votre ancêtre qui était gentilhomme faïencier à Marignac? Oui, pourquoi pas. Oui. C'est en venant en 1704 que Jean-François Laffut a épousé la seigneuresse de Marignac, Bertrande Droidoux. Oui. Alors ce Jean-François Laffut a eu 10 enfants, 8 filles et 2 garçons. Et aucun n'a pu prendre la suite de Marignac. C'est son neveu, Jean-François Anaclet, Le faïencier. Ananclet, qui est venu ici en 1738 et qui a créé la faïencerie. Et autre histoire aussi, mais enfin, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Bien sûr. Les médecins de Marthe, mais c'est vrai, jusqu'à peu près 1925-1930, lorsque les gamins avaient la coqueluche, lorsque les gamins avaient eu la rougeur du béole, les envoyaient en convalescence à Marignac. Ils montaient le matin et rentraient le soir et passaient la journée à Marignac parce que l'air de Marignac est pur, il est bien plus pur que celui des villes. Et il l'est toujours. Et il l'est toujours. Aujourd'hui, rares sont les villages comme Marignac qui ont su conserver les traditions de la faïencerie du Comminges. Retrouvons dans l'église les traces de cette glorieuse époque. Voilà le fameux Christ dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il s'agit d'une très belle pièce en biscuit qui est certainement sortie d'une faïencerie de Marignac. Il a été trouvé lorsque cet autel a été déplacé. Il était contre le mur au départ et il était caché derrière. Et depuis, bon, il a été mis en évidence dans l'église. Bon, mais on peut continuer la balade. Plus de 10 000 touristes ont déjà visité Marignac-Lasper l'an dernier. C'est au Conservatoire de la Faïence qu'ils peuvent découvrir les plus belles pièces de l'artisanat commingeois. Voilà, nous sommes ici dans le Conservatoire de la Faïence que nous sommes en train d'installer, très exactement dans la salle d'exposition. Je vous présente Raymond Cessel, le président de l'association, de notre groupe de recherche donc. Qui était en train de se laver les mains. Voilà, qu'est-ce que tu faisais? Je me lavais, je viens de le finir. Bon, mais là, je viens de trouver quelque chose d'intéressant, justement. Tu vois, ça, c'est le plat que nous a prêté Claude, hein, l'autre jour. Regarde. Et ça, c'est des tessons de faïence qu'on a trouvés dans le dépotoir de Madame Daubert, à côté. Et si on fait la comparaison, là, c'est incontestable. Regarde, toi, c'est exactement le même décor à l'extérieur. Et si tu prends les morceaux de l'intérieur du bassin, regarde cette fleur ici, là. Tu vois, regarde. C'est très, très probablement le même peintre qui a peint les deux pièces. Tu as vu les bords? Oui. Ben, tu vois, finalement, depuis 89, on a fait beaucoup de chemin. Hein.
Ça fait combien, 6-7 ans qu'on travaille là-dessus. Notre but est enfin de pouvoir présenter la faïence régionale de façon scientifique, didactique, pédagogique. Il y a 8000 personnes qui sont venues l'année dernière, et j'espère qu'elles vont revenir cette année. Déjà, on n'en était pas là. Et je crois qu'on est en train de vraiment réaliser nos buts là. Heureusement que le village nous a aidés, tous les gens qui nous prêtent des pièces, l'équipe qu'on a autour de nous. Bonjour Madame Figaro. Je n'attendais pas à vous voir. Ça va bien, merci. Et finalement, ce village, dont l'activité s'est éteinte en 1882, est véritablement en train de renaître, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça extraordinaire. Hein. À quelques battements d'ailes des Pyrénées, à la lisière de la Haute-Garonne et de l'Ariège, le village de Rieux-Volvestre se prépare à célébrer la fête du Pape au Guet. Chaque premier dimanche de mai, les archers descendants des confréries du XVIe siècle vont rivaliser d'adresse afin de faire chuter le Pape au Guet, un oiseau de bois et de fer juché sur un mât de 45 mètres de haut. Le vainqueur est proclamé roi de Rieux pour un an. Bon, c'est ici à Rius, de Volvestre, et van parler un peu de la ville, d'aquella pulida ville de Rius. La ville de Rieux, bon, a eu des vicissitudes, elle a été détruite plusieurs fois. Une fois par le Prince Noir à l'époque des guerres de 100 ans. Et la ville qui était construite presque entièrement en bois à l'époque a été aussi détruite par des incendies. Bon, a été chaque fois reconstruite. À partir de 1801, donc, l'évêché a été supprimé et ça a marqué quand même le déclin de la ville de Rieux. La ville elle-même est entourée aux 3/4 par la Rise, la rivière que nous avons là, qui l'encercle presque complètement. La Rise servait de défense naturelle à l'époque et la ville était quand même en plus entourée par des remparts. Nous sommes ici d'ailleurs sur les remparts au bord de la Rise. C'est une ville relativement petite, et il y a même pas 1000 habitants. C'est une ville surtout de résidence. À l'époque de la bataille de Crécy, où vous savez, le roi d'Angleterre a battu le roi de France, le roi d'Angleterre a battu le roi de France. Pourquoi? Parce qu'il avait des archers et des arbalétriers très entraînés. Parce qu'il avait créé dans son pays, il avait interdit tout jeu autre que le tir à l'arc et à la balette. Et alors, le roi français, qui avait subi la défaite, en a profité, bien sûr, a tiré parti de cette situation, et il a lui-même, en 1389, édicté 2 ordonnances interdisant en France les jeux de hasard et, au contraire, aidant, si vous voulez, à promouvoir les jeux de tir à l'arc ou à l'arbalète. Ce matin, on assiste au premier rendez-vous des archers. Enfin, c'est le moment où ils touchent pour la première fois l'arc et la flèche, en fait. Et on va désigner le connétable et l'huissier. Le connétable, c'est la personne donc, qui va gagner le tir. Et l'huissier, c'est le plus mauvais en théorie. Ça se pratique sur un tir à la cible. On utilise ce type d'arc. Ce sont des arcs qui sont droits et qui permettent de tirer droit au papagaï. Alors tirer droit au papagaï, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est censé déquiller un oiseau de fer et de bois, un oiseau qui fait quasiment 4 kg et qui se trouve placé justement sur ce mât qui fait 45 mètres de haut. Et on fait ça à l'aide de ces flèches, qui sont considérées comme des flèches très traditionnelles. Elles sont en bout ici, armées d'un fer pas évidemment, qui ne sert pas à planter la flèche dans l'oiseau, mais qui sert simplement à lui donner un coup, et avec des plumes de canard ou d'oie, ici, et un petit peu d'étoupe ici qui permet de tenir la flèche d'une façon très très traditionnelle, comme les Indiens d'Amazonie par exemple. Voilà.
Vous pouvez constater que la flèche, elle est peinte, celle-ci c'est la mienne, je suis le roi, je m'appelle Patrick Desclos, je suis le roi 95, c'est-à-dire c'est moi l'année dernière qui ai déquillé l'oiseau. Et on a pu s'apercevoir que j'avais déquillé l'oiseau, d'abord parce que je le savais en tirant la première flèche, en tirant la dernière flèche qu'il a déquillée, et surtout on a pu le vérifier parce que la flèche qui est retombée était à mes couleurs. Dans la fête, évidemment, on fait participer tout le monde, les petits, les moyens, les grands. Ça a surtout un caractère initiatique. Si on veut que ça dure dans le temps, eh bien, il faut commencer très tôt déjà et il faut que tout le monde ait un petit peu cette envie et ce sentiment. Alors, si je comprends bien, tu as été roi des petits quand mon père était roi des grands. Ah oui, sûrement, oui. Oui, c'était en 34, lui, qu'il a. Eh bien, c'est sûrement cette année-là. Et inutile de te dire qu'on était fiers à ce moment-là. Ah, je pense. Alors, on gagnait un carquois, garni de flèches, un arc. Et voilà, c'était formidable. Oui, c'était bien. Tout le monde s'occupait de nous. On était les petits rois du village. Pirou monte là-haut. À l'époque, il y avait devant le café au Préau, là, que vous avez vu, le café, là, il y avait des grands marronniers, comme voilà, à l'esplanade, vous voyez. Alors, la fête se faisait au milieu des marronniers, là. On plantait l'oiseau au milieu des marronniers. Alors, je ne vous dis pas aux alentours. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stade à ce moment-là. Il n'y avait pas le stade, alors je ne vous dis pas les flèches aux alentours. Ça crevait les guéridons des cafés et tout, les voitures qui étaient, quelques voitures qui avaient autour par là, les toitures, les voisins qui en prenaient, enfin il y avait... Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup moins de tireurs. Oui, il y avait moins de tireurs, oui. Mais en fait, ça fait rien, ça portait des dégâts et puis c'était dangereux aussi quand même là. Moi je me rappelle une année, j'ai tiré 2 décharges, à la 3e j'ai pris une flèche sur le crâne, et je me suis réveillé le lundi de la fête. Et là, il faudra peut-être la réussir, ça pour faire le monter un peu plus haut. Des gens qui sont partis soit à Toulouse, soit travailler plus loin, ils reviennent pour le papeger et ils ramènent leurs enfants. Et je crois que c'est très encourageant pour le patelin. Tu vois le roi que nous avons cette année-là, celui qui a été roi l'année dernière, il habite quand même à Saint-Jean-de-Luz et il n'a jamais loupé un papeger. Voilà, c'est vrai. Il a toujours été là, présent. Pensez qu'il va vous. Tu vois, las campanas que suenan. Mais demain, on peut pouvoir aller voir au temps. Va pouvoir. Va pouvoir aller. La dépêche à la vie. Je peux vous proposer une petite visite rapide du modeste musée de la Compagnie des Archers, c'est le musée des Pacances. On est très fiers de ce nom qui était donné traditionnellement aux habitants de Rieux. À l'époque, nos anciens fabriquaient des flèches avec du sangouin. Le sangouin, c'est une espèce de petit roseau qui pousse au bord de la Rise est notre rivière. Alors, ils laissaient sécher ces fagots de sangouin dans les fours des cheminées. Et puis au printemps, ils fabriquaient leurs flèches. Bon, nous, actuellement, on fait avec du bois de frêne. Effectivement, on n'a plus le temps de laisser sécher le sangouin dans les fours de cheminée. Alors ici, on peut voir les statues de la compagnie du Papogaï, des statues qui datent de 1585 et qui ont été mis à jour, bien sûr, pour le XXe siècle. Ici, on a une distinction qu'on donne à un archer méritant, à quelqu'un qui a donné de gros coups de main à notre compagnie, c'est l'ordre des arbalétriers. Il est décoré de l'oiseau d'or. Ici, on a un vieux registre qui a été tenu par nos anciens. On retrouve des comptes rendus de réunion de l'an 1907, l'an 1920, la liste des archers, les comptes, dépenses, recettes, etc. Et puis là, ici, nous avons notre livre d'or, le livre d'or qu'on a créé en 1950, où on retrouve tous les noms des rois depuis 1950 jusqu'à nos jours. Et puis, il reste assez de pages pour passer encore 2 ou 3 siècles, en espérant que notre tradition passe allègrement le XXe siècle et voire le XXIe siècle.
moi, Patrick Desclos, roi du Papogaille, accepte d'accueillir au sein de notre compagnie messieurs Pierre Poitevin, Alexandre Sola, Michel Soroche et Franck Anglade. Je leur accorde un délai de 2 Papogailles pour faire la preuve de leur bonne foi et de leur attachement à notre tradition. On les applaudit! On peut se dire que sur 80, grosso modo 80 personnes, 80-90 personnes qui se trouvent sous le mât, on peut avoir quelques difficultés. Mais l'éthique de chaque archer est ainsi faite qu'il n'y a pas de tricherie. On prête serment de tirer droit à l'oiseau. Ça veut dire simplement qu'en fait, on ne triche pas, on ne doit pas tricher. Celui qui le déquille, celui qui ne le touche pas, et puis point, ça s'arrête là. C'est une espèce d'honnêteté entre archers de la confrérie. Allez, attention. Recherche, on tire au but. Didier, il faudrait que tu passes des annonces pour tout. À l'issue du tir, quand le nouveau roi est donc désigné, quand le nouveau roi est donc reconnu, l'ancien roi remet tout de suite les attributs de sa fonction, le sceptre, la couronne, l'habit, au nouveau roi qui va donc être lui roi jusqu'aux fêtes suivantes. Alors la charge de roi en fait est une charge très intéressante parce que c'est une charge festive. Le roi n'impose rien du tout. Il est là juste pour être le garant un petit peu du bon déroulement un peu de ces festivités. Voilà. C'est une charge très intéressante parce que, bien entendu, ça permet à la fois, non seulement sur un plan peut-être un peu plus local, d'obtenir une petite reconnaissance, une petite sympathie auprès de gens souvent qu'on ne côtoie pas très souvent, ou qu'on côtoie très peu. Moi, je n'habite pas la région et ça me permet donc de revenir, de sceller un petit peu quelques sentiments familiaux sur place. Et le roi, genre d'exemple un petit peu pour toute cette jeunesse dont on a besoin, puisque c'est eux qui vont assurer la continuité de cette chose et la continuité de la tradition.